Bonjour et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille toutes vos questions. Nous les attendons sur notre site www.avocat.net. N'hésitez pas à interroger nos avocats dans toutes les matières du droit qui vous intéressent. Également, pour revoir toutes les émissions, vous allez sur la page replay et vous avez l'historique de toutes les émissions d'avocats que vous avez peut-être ratées. Il ne faut pas les rater, c'est pas bien. Notre avocat présent en plateau, toute une belle équipe aujourd'hui, avec pour commencer Dominique Benatar, avocate au barreau de Paris, dans les baux, tout ce qui est bail, baux. Bonjour Dominique. Bonjour Yves. Ça bien, une belle question pour vous dans un instant. Restez avec nous, ne bougez pas. Ernest Fez est à vos côtés, notre avocat en droit social. Bonjour Ernest. Bonjour Yves. En pleine forme? Toujours. Encore des salariés qui se bagarrent avec leurs employeurs. On n'arrête pas, c'est pas possible. C'est la vie. On va les aider. C'est la vie. Et à côté de vous, Marie-Dominique Flouzaoba, avocate au barreau de Paris, en droit de la famille. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Yves. Ça va bien? Très bien. Divorce, tiens, ça va changer. Une question pour vous dans un instant. On va commencer avec vous, Dominique Benatar, avec une question en bail commercial. Un bail commercial, des baux commerciaux. Je suis associé gérant d'un restaurant à la périphérie de Lyon. Ouais, on est vu partout. Le restaurant subit des infiltrations d'eau depuis maintenant de nombreux mois, ce qui m'oblige à condamner une partie de la salle. Le propriétaire ne fait rien. Alors, est-ce que je peux suspendre le paiement des loyers ? Tout seul, comme un grand, me faire justice moi-même, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, d'abord, je compatis pour ce locataire qui a une partie du local bloquée c'est un restaurant, donc dans son embêtant. activité. Si vous mangez souvent dans ce restaurant, je sais, mais fait-il, mais là, vraiment embêtant. C'est particulièrement gênant. Par contre, et vous l'avez dit Yves, surtout ne pas se faire justice à soi-même. Surtout. Et ne pas tomber dans ce piège de la minoration, de la suppression des loyers, du paiement des loyers. Parce que vous risquez la résiliation du bail. Et ça, c'est un fait certain. Donc, c'est tentant en tout cas, quand on sait qu'on a des travaux à faire et qu'on paye le loyer de notre côté. Surtout comme dans ce cas-là, quand le propriétaire a l'air de se désintéresser du problème. Là c'est effectivement très, très ennuyeux, mais surtout ne pas tomber dans le piège de la suspension du paiement des loyers, parce qu'il suffirait qu'il délivre un commandement de payer et qu'à l'expiration du délai d'un mois en matière de bail commercial, l'acquisition de la clause résolutoire soit acquise et qu'il puisse obtenir l'expulsion, l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion ou la résiliation du bail. Alors, que faire ? Oui, qu'est-ce qu'il peut faire alors là ? Il faut demander, dans le cadre d'une procédure d'urgence, donc dans le cadre d'une procédure qu'on appelle une procédure de référé, la séquestration d'une partie ou d'une partie des loyers, parce que c'est jamais effectivement la totalité des loyers, et ensuite demander la minoration du loyer par le tribunal, c'est le tribunal d'instance qui est le juge des loyers, en fonction du trouble de jouissance que vous subissez. Et la réalisation des travaux sous astreinte, puisque c'est des procédures auxquelles les tribunaux réagissent bien, parce qu'ils souhaitent effectivement condamner des propriétaires qui font ce type de choses. Et effectivement, il y a des solutions, mais il n'y a que des solutions judiciaires. Et surtout, ne pas tout seul arrêter le paiement des loyers. Ça, c'est vraiment le conseil de bon sens qu'il faut donner, mais qu'il faut toujours répéter. On ne se fait pas justice à soi-même. D'ailleurs, dans toutes les matières du droit, il n'y a pas que ça. Mais là, c'est vrai qu'on est tenté, encore une fois, quand on dit, moi, je suis un locataire, je paye rubis sur l'ongle tous les mois, j'ai un problème et le propriétaire fait la sourde oreille, on a envie de se dire, je ne vais pas continuer à payer, alors que... Mais on ne peut pas faire comme ça. C'est ça, on réagit. Peut-être faire des travaux. Est-ce que si on fait des travaux soi-même, est-ce qu'on peut faire l'avance, prendre une société qui est payée les travaux? Ça peut être une solution. Et puis dire, voilà, je déduis. Alors par contre, c'est toujours, vous ne me démentirez pas, c'est toujours le problème de la preuve. Ouais. Donc si on fait les travaux, on constate avant dans quel état était le local, on fait effectivement les travaux et on en demande remboursement. Mais avant, il a fallu d'abord au moins faire des mises en demeure au propriétaire de lui demander la réalisation des travaux. Oui, parce que s'il est mauvaise foi, il va dire, moi c'est en bas d'état, c'est vous, c'est pas moi. Absolument. Bon, merci beaucoup en tout cas Dominique pour ce conseil de bon sens et conseil de droit qu'on répète toujours aux clients inlassablement. Ne vous faites pas justice vous-même dans tous les domaines et en particulier pour les loyers. C'est vrai que c'est tentant, on le disait parfois, parce que c'est un peu injuste des fois, mais
il y a des moyens judiciaires, en tout cas, d'agir. Merci beaucoup, Dominique. À vos côtés, celui qui ne fait jamais justice lui-même, qui compte sur le Conseil des prud'hommes, et il a raison, parce qu'il en a dirigé pendant longtemps. Ernest Fez, avocat en droit du travail. Une question pour vous. En droit du travail, Ernest, j'ai reçu 2 avertissements en l'espace d'1 mois. Eh ben, dis donc. Le premier pour un retard de 10 minutes, le second pour une absence de 1 jour sans certificat médical. Alors, mon entourage me dit que si je reçois un 3e avertissement, je serai licencié. Que dois-je faire ? Est-ce qu'il y a un quota comme ça d'avertissement au bout de... C'est comme à l'école, quand on a 3 bonnes réponses, on a un bon point, après on a une image, ou là c'est l'inverse. Hein. C'est une idée courante qui est courue, entre guillemets, par tout le monde, à savoir qu'on dit systématiquement, quand on a 3 avertissements, on peut se faire virer. Oui, on entend ça souvent. Hein. Trop souvent. C'est tout à fait faux. Ouais. Il faut d'abord, pour pouvoir apprécier une décision de licenciement, il faut apprécier la gravité des fautes commises. Il faut apprécier en fonction de l'ancienneté du salarié. Et il faut apprécier, en fonction du cas d'espèce que vous nous présentez, 2 faits qui sont tout à fait différents. Un retard de 10 minutes qui peut avoir des conséquences, parfois graves, dans le fonctionnement des entreprises, mais encore faut-il rapporter la preuve de cette gravité, et de la répétition de la faute ou du retard. Et de l'autre élément, c'était une faute qui était sur un problème d'absence. Oui, un jour de retard. Un jour de retard. Sans certificat médical. Alors, sans certificat médical, il arrive régulièrement que des parents, pour une absence d'1 jour, sont contraints de prendre justement cette absence pour un enfant malade ou des événements particuliers. Le certificat médical est recommandé, ça évite toute contestation, mais toujours est-il, on n'a pas toujours le réflexe d'avoir le certificat médical. Par contre, et c'est un point important, il appartient au salarié de prévenir préalablement l'employeur de son absence. Trop souvent, les salariés se dispensent de cette procédure et en ce faisant, ils commettent une faute. Vous avez une obligation de fait de prévenir l'employeur de votre absence. Le justificatif vient après ou ne vient pas. Ensuite, c'est une autre appréciation. Au niveau du cas d'espèce, quand on dit le 3e avertissement peut être synonyme d'un licenciement, encore faut-il également que les avertissements soient pour les mêmes éléments, les mêmes faits. Un retard répété plusieurs jours d'affilée peut entraîner une sanction. Il faudra pour l'employeur d'apporter la preuve que ces fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Et c'est la notion de cause réelle et sérieuse qui était appréciée par les tribunaux, très objectivement en fonction des faits que vous évoquez, que nous évoque le téléspectateur. Qu'est-ce qui risque ? Il n'y a pas matière à licenciement, tout au plus à un avertissement. Voilà. Donc ce n'est pas automatique, évidemment. Alors, c'est vraiment au cas par cas, toujours en droit du travail. C'est vrai que s'il s'absente tout le temps, mais il n'y a pas d'automatisme. On répète 2-3 avertissements et on a le licenciement qui devient automatiquement acquis. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Hein. Pas du tout. On doit également apprécier la gravité de la faute et du comportement en fonction de la taille de l'entreprise, du rôle que jouent les salariés dans l'entreprise. Imaginez que vous soyez dans une entreprise de nettoyage et qu'il y ait 40 salariés, une salariée absente. On pourra plus facilement compenser son absence que dans une petite entreprise où il peut y avoir un seul salarié concerné. On risque quand même de dire, allez, du balai, hein, c'est le cas de le dire, mais de l'entreprise cette fois, pas dans l'entreprise. Avec un gros risque. Avec un gros risque. Voilà. Merci beaucoup Ernest Sfez pour la réponse à cette question est toujours intéressante parce que ça c'est le quotidien du droit du travail, le quotidien de ceux qui nous regardent et faut être un bon employé et puis arriver à l'heure, mais c'est vrai que ça ne se passe pas aussi facilement, un licenciement, heureusement. Merci beaucoup. À vos côtés, Marie-Dominique Flouza-Auba. On ne parle pas de passer le balai, quoique parfois dans le couple, ça peut créer des crises et des problèmes. On parle quand même de divorce avec vous. Mon mari et moi souhaitons divorcer. Nous sommes propriétaires d'un appartement. Ça arrive souvent, ça. Comment cela va-t-il se passer ? On a un appart en commun, on divorce. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'appartement ? Comment ça se passe quand on a un bien immobilier et qu'on divorce ? Alors déjà, est-ce qu'on est d'accord sur la solution ? Si on est d'accord, ça évite beaucoup de problèmes. Si on est d'accord, vous le vendez. Très bien, vous le vendez d'un commun accord. Vous êtes d'accord aussi sur la répartition du prix. Vous aurez juste simplement à acquitter pour le fisc parce qu'il se sert toujours d'un droit de partage de 2,20%. Mais vous, en fait, vous avez pris une décision d'un commun accord et donc pas de problème. Il peut aussi se faire que l'un veuille racheter la part de l'autre. Là aussi, si vous êtes d'accord sur le prix de rachat, sur les modalités, pas de problème. Par contre, celui qui vend sa part à l'autre doit quand même faire très attention s'il y a un crédit, c'est de ne plus se trouver engagé par le crédit. Alors,
le plus souvent, le couple est co-emprunteur, donc solidaire du crédit, et la banque n'a aucun intérêt à désolidariser un des deux, puisqu'elle avait 2 personnes en face pour rembourser, elle n'en a plus qu'une seule. Donc, elle ne va pas vouloir. Alors, ce qui se passe, c'est que celui qui rachète doit reprendre un crédit sur le tout pour rembourser le précédent crédit et donc que le conjoint ne soit plus engagé. Mais là, on est toujours dans le cadre d'un accord. Si vous n'êtes pas d'accord, alors là, ça se complique. Ça se complique toujours quand on est pas d'accord. Ça se complique. Ça se complique. C'est que, au bout d'un moment, tout le monde connaît, nul n'est tenu de rester en indivision. Dans l'indivision. Mais c'est pas si simple. Il suffit pas. Peut-être tout le monde ne connaît pas. Donc nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Quand vous êtes un propriétaire en commun, si un des deux veut vendre, on ne peut pas l'empêcher. Voilà, ça c'est le code civil. Ouais. Mais la mise en œuvre de ce texte n'est pas si simple. Et si le désaccord persiste, même si on le déconseille aux clients parce que finalement tout le monde va y perdre, quelquefois lorsque on en veut à son conjoint, on préfère finalement y perdre plutôt que de trouver une solution entre guillemets raisonnable. Ouais. Et bien ça va jusqu'à la vente aux enchères, avec le risque effectivement d'y perdre beaucoup. Et si on a encore un emprunt dessus, donc de ne même pas avoir de quoi rembourser l'emprunt. Oui, parce qu'on ne sait pas quel prix ça va être vendu. C'est l'inconnu total. Alors, encore plus, je dirais, peut-être en province ou à la campagne qu'à Paris, mais même, il peut y avoir pas d'enchérisseur pour une raison ou pour une autre. Donc, en tout cas, on retient que, bien sûr, si on a un bien mobilier en commun, ça n'empêche pas de divorcer. Soit on peut le vendre et puis on divorce sans bien. Soit, si on a un bien, on peut quand même divorcer. Alors, vous le disiez, à l'amiable, donc avec un état liquidatif chez le notaire. Comme ça, on décide de ce qui est prévu. Et si ce n'est pas l'amiable, effectivement, vous l'avez dit, après la liquidation, on peut faire un divorce contentieux, c'est vrai, et faire une liquidation amiable, s'entendre. Parce que sinon, on peut quand même perdre beaucoup d'argent à ce petit jeu de vouloir embêter l'autre et dire « je ne vais pas te laisser vendre ». C'est quand même un peu risqué. C'est risqué. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, finalement, au bout d'un certain nombre de mois, avant d'arriver, là j'ai un cas dans une assignation de liquidation partage, finalement, on m'a proposé un prix qui était plus raisonnable parce que c'était dérisoire le prix auquel l'adversaire voulait garder sa part d'appartement. Et donc, mon client ne pouvait pas accepter. Mais au bout de quelques mois, on est arrivé presque à s'entendre sur le prix. Je pense qu'on va y arriver. On en a assez, puis on a besoin d'argent peut-être aussi. C'est vrai. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, divorcer même avec un bien mobilier, aucun problème, évidemment. Merci à tous les trois pour ces réponses précises à toutes vos questions. Continuez d'envoyer vos questions sur avocat.net. On a beaucoup de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions, bien sûr. Et puis parfois, on ne peut pas répondre à une question trop précise non plus. Donc, essayez de faire des questions d'ordre un petit peu général pour que ça puisse intéresser le plus grand nombre de ceux qui nous regardent. En tout cas, on vous retrouve très prochainement avec d'autres avocats ou peut-être également les mêmes avocats. On a un petit roulement et ce sera très vite sur votre chaîne préférée ou quand vous le souhaitez sur avocat.net. À bientôt.